dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marie-Laire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans ? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités ? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sarah Gubita, directrice d'études et de recherche au Social Lab et spécialiste de la mesure d'impact social. Bonjour Sarah, merci de nous accorder cet entretien pour notre podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs à l'occasion de la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. On vous a choisi parce que vous êtes une spécialiste de la mesure d'impact social et parce que vous préparez actuellement la mesure d'impact de cette 10e édition. Vous avez fait un doctorat de sociologie sur les soft skills dans l'éducation et dans l'emploi, et vous êtes depuis 2017 directrice d'études du Social Lab. Quel est votre parcours et comment on passe de doctorante en sciences sociales à directrice d'études du Social Lab ? Bonjour, alors du coup moi en fait mon parcours ça découle vraiment d'une aspiration un petit peu profonde qui a constitué le fil rouge de mon parcours et qui remonte vraiment à l'adolescence, quelque chose d'un peu fort qui a guidé mes choix, qui m'a permis finalement d'entreprendre, au sens d'entreprendre son parcours en tout cas. Moi j'ai grandi en banlieue, dans une ville où il y a beaucoup de mixité sociale, beaucoup de mixité culturelle. C'est très riche, mais il y a aussi beaucoup de difficultés sociales, économiques. Il y a des gros enjeux de vivre ensemble entre différentes communautés, et également entre les filles et garçons. J'ai vu pas mal de harcèlement physique, moral. Ça m'a beaucoup choquée quand j'étais adolescente, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Plus globalement, j'ai aussi eu le sentiment avec mes amis qu'il y avait cette vision un peu d'horizon bouché, des orientations qui n'étaient pas choisies, des vocations qui étaient manquées de la part de mes amis, avec pas mal d'autocensure, pas mal de trajectoires aussi qui se séparent assez rapidement à l'école. Et moi, en fait, ça m'a un petit peu révoltée. Et j'ai voulu me battre pour changer les choses de ce point de vue-là. Et j'ai découvert Sciences Po un peu par hasard. Donc mon premier grand choix, ça a été de préparer Sciences Po. J'avais la chance d'être assez bonne à l'école, très bonne à l'école, me diraient les professeurs. Mais ces mêmes professeurs me disaient que c'était totalement impossible de rentrer à Sciences Po, que personne de ce lycée n'était jamais arrivé et qu'il ne fallait pas passer du temps à préparer les concours parce que finalement, on passait moins de temps à préparer le bac et donc les mentions, Parcoursup, tout ça. Mais bon, j'ai quand même préparé toute seule. Et une fois entrée à Sciences Po, j'ai été passionnée par la sociologie, la science politique. J'ai choisi, là encore, un master qui était en lien avec les enjeux qui me tenaient à cœur, sur les stratégies politiques et politiques urbaines. Et j'avais toujours cette envie, finalement, de changer les choses, ce besoin, on va dire, d'être utile, mais aussi j'avais acquis cette conviction que finalement, j'avais peut-être quelque chose à apporter parce que j'avais vécu de l'intérieur un petit peu les choses, là où c'était pas forcément le cas de mes camarades à Sciences Po. Et du coup, au sortir avec mon master en poche, j'ai décidé de devenir consultant dans un petit cabinet d'études qui s'appelle Acadie, et l'idée c'était d'agir en faveur des politiques publiques, d'agir aux côtés des associations. C'était parfait pour moi parce que j'étais toute jeune, j'avais 23 ans et ça m'a permis d'explorer plein de mondes différents. Mais il manquait une réflexion un petit peu profonde, un peu plus intellectuelle. Et c'est là qu'il y a eu un nouveau choix pour moi. Ça a été le choix de faire une thèse, de déposer un projet de thèse CIFRE en tant que consultante, guidée par ma collègue Stéphanie Morel, qui était elle-même docteur en sciences politiques et qui était ma tutrice. Donc là, l'idée, c'était toujours pour moi de comprendre qu'est-ce qui est déterminant dans les parcours individuels, qu'est-ce qui permet finalement de réussir son parcours ou de trouver l'épanouissement, et de comprendre comment ce qu'on appelle les soft skills, les compétences psychosociales, elles peuvent être peut-être un levier d'égalité des chances. C'était vraiment la question que je me posais, un outil dans ces parcours scolaires et professionnels. Donc voilà, j'ai beaucoup lu, c'était passionnant, mais c'était aussi beaucoup de travail, parce que en tout cas pour moi, j'étais consultante en même temps. Donc c'était très intense. Et puis en fait, en parallèle, ma collègue Stéphanie, dont je viens de parler, elle a décidé de créer sa propre entreprise, son propre cabinet, le Social Lab. C'est vraiment, elle a eu le courage de cette démarche entrepreneuriale-là. Puis moi, j'ai rejoint l'aventure dès le départ.
Et finalement, on a construit les lignes du positionnement du cabinet, de la stratégie à partir de ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait le Social Lab ? Oui, alors le Social Lab, c'est un petit cabinet d'études, de conseils et d'évaluation qui est spécialisé sur les questions sociales et éducatives. Alors on accompagne les associations, les ministères également, les fondations, les entreprises à concevoir, à évaluer et on va dire à déployer des solutions innovantes, donc des solutions vraiment à des problématiques centrales, comme par exemple le décrochage scolaire, l'orientation, l'insertion des jeunes, l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap, l'emploi des seniors, l'isolement des aînés, etc. Il n'y a vraiment pas de limite. En tout cas, nous, ce qui nous guide, c'est qu'on est très sensible aux inégalités sociales, aux enjeux aussi du vivre ensemble et on va dire la promotion de l'engagement citoyen. On se situe à la croisée entre la recherche et la consultance, du coup c'est un petit peu notre ADN et en fait on utilise toutes les connaissances sont produites dans les sciences sociales et du coup on nourrit nos différentes études grâce à ces connaissances et également on capitalise des connaissances qu'on produit nous et qu'on met en dialogue, en partage avec les chercheurs universitaires. Et du coup moi mon métier de directrice d'études et de recherche c'est vraiment de piloter ce type d'études, d'accompagner des consultants aussi plus jeunes dans la réalisation des missions. Il y a bien sûr la partie développement commercial en réponse à des sollicitations ou des appels d'offres. Et puis, on va dire toute la partie réflexion stratégique et rayonnement un petit peu scientifique aussi de la structure. On l'a dit en introduction, vous préparez la mesure d'impact de cette 10e édition. C'est quoi une évaluation d'impact social et à quoi cela sert ? Oui, alors c'est une bonne question, je pense que ça sera un sujet de podcast en soi, en réalité, mais pour le dire en quelques mots, ce qu'on appelle une EIS, une évaluation d'impact social, c'est en fait l'étude d'une intervention, qu'elle soit sociale, éducative, d'une expérimentation, d'une innovation, d'un dispositif public ou privé. Et l'objectif de cette étude, finalement, en général, c'est de comprendre comment l'intervention fonctionne, quels sont éventuellement ses enjeux, d'abord, de qualifier aussi ses impacts, les quantifier si on peut, sur l'ensemble des parties prenantes, d'identifier aussi à quoi ces impacts sont liés, quels sont les facteurs qui favorisent ces impacts, qu'est-ce qui peut être les limites, et puis de juger de la pertinence de ce qui est proposé et de faire ce qu'on appelle des préconisations. Alors c'est un peu un grand mot, mais pour dire que c'est des conseils pour améliorer et pour développer l'action. En termes de méthode, du coup, il y a plusieurs types de méthodes et je pense que chaque cabinet aussi a ses propres méthodologies. Mais pour nous, vraiment, il y a quatre grandes méthodes. D'abord, il y a tout ce qui est analyse de documents, analyse de données. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on a un cadrage un petit peu plus poussé sur le plan théorique. Donc on mobilise, comme je le disais, des travaux en sciences sociales. On fait des revues de littérature. C'est vraiment la base théorique qui nous permet de qualifier l'objet qu'on va étudier. Ensuite, il y a des enquêtes de terrain qui sont hyper importantes pour nous en tant que sociologues. On ne peut pas évaluer sans aller comprendre et interroger les personnes sur le terrain. Donc avec des observations sociologiques, des entretiens qui sont individuels ou collectifs sous forme de focus group, qui donnent lieu, on va dire, à des études de cas généralement, des immersions vraiment assez intenses pour nous aussi en tant que consultants. Et le principe, c'est de croiser les regards, donc à la fois les concepteurs du projet, les professionnels de terrain qui le mettent en œuvre au quotidien, bien sûr les partenaires, par exemple les enseignants, et les bénéficiaires finaux, les jeunes, les enfants, Et du coup, on mène aussi on met en œuvre des méthodologies quantitatives, donc des questionnaires, qui peuvent s'adresser à ces différents types que je viens de citer. Et enfin, ce qui est important aussi pour nous, c'est vraiment de travailler toujours avec le porteur de projet, en lien étroit, et de mener des ateliers ou des sessions de travail, y compris pour tirer des enseignements de cette étude et juste rendre un rapport qui va ensuite venir sur une étagère et pour dire oui, non, c'est intéressant, ou oui, non, il y a des impacts. Non, on veut vraiment travailler sur qu'est-ce qu'on en retire et comment améliorer l'action à partir de là. Vous travaillez sur le sujet des stéréotypes de genre et notamment dans les parcours d'orientation et professionnels. C'est quoi un stéréotype de genre ? Les stéréotypes de genre, en fait, en sociologie, c'est ce qu'on appelle les représentations stéréotypées. Donc, c'est un ensemble de croyances, d'images qui sont construites dans l'inconscient collectif et qui sont relatives à un groupe de personnes. Et en fait, ces stéréotypes, ils associent un trait concernant, par exemple, des goûts, des attitudes, des capacités, à une caractéristique, donc par exemple le genre ou l'âge, ou encore l'origine géographique ou la religion. Et donc, c'est une généralisation simpliste, finalement une perception qui est assez erronée,
Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est souvent intériorisée par le groupe même qui est concerné, en fait. Et donc, tout le monde peut intérioriser ce type de représentation, sans toujours d'ailleurs en avoir conscience. Et ça nourrit ce qu'on appelle, c'est ça qui est le plus gênant, des représentations limitantes, des mécanismes d'autocensure. Par exemple, si on voit dans notre quotidien qu'il y a peu de filles ou très peu de filles qui deviennent camionneurs ou ingénieurs ou entrepreneurs ou même peut-être codeurs dans des entreprises informatiques, en fait, on peut en déduire avec un raisonnement un petit peu simpliste que si je suis une fille ou une femme, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Et donc, en résultat, par exemple, il y a à peu près 3% seulement de filles qui se dirigent vers la spécialité numérique et informatique au lycée. Donc, c'est vraiment très structurant. Et on a le même problème pour les garçons, c'est important de le comprendre. Par exemple, certains métiers très féminisés, sage-femme, alors là, il y a carrément certains métiers comme ça qui se conjuguent au féminin dans le titre même de la fonction. On sait aussi que ça joue beaucoup selon les milieux sociaux, et notamment pour la jeunesse des quartiers populaires. Une littérature en sociologie très étendue sur ces mécanismes d'autocensure et ces freins psychologiques. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde, finalement, peut être prisonnier. Tout le monde peut penser qu'il y a une vision stéréotypée de soi-même. Par exemple, moi-même, je suis blonde, je pourrais penser que, parce que je suis blonde, il y a certains stéréotypes associés, comme quoi on peut être plus superficiel ou moins intelligent. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment venir freiner les parcours. Et ce qui est pernicieux aussi, c'est que ça nourrit des inégalités de préférence. Et c'est mon dernier point. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais, c'est internalisé par les individus. Et du coup, ça vient formater en quelque sorte les aspirations des jeunes. C'est-à-dire que dès la 6e, il y a des études du ministère de l'Éducation nationale qui montrent que les trajectoires scolaires et professionnelles sont sensiblement différentes en moyenne entre les jeunes filles et les jeunes garçons et que finalement les choix très tôt se profilent différemment. Donc il y a vraiment ces inégalités de préférence qui jouent et dès les premiers choix au collège et au lycée. Donc du coup, à résultat égal, en général, en moyenne, on voit des choix moins ambitieux de la part des jeunes filles. Et concernant l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi le sujet de ce podcast, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les travaux en sciences de gestion montrent que les jeunes femmes peuvent tout à fait parvenir aussi bien que les jeunes hommes à créer. Mais là où on les perd, c'est un petit peu dans la phase en amont, la phase qu'on appelle motivationnelle, où finalement, elles ne passent pas à l'action. Donc voilà, c'est très important. Il y a vraiment un enjeu à réouvrir ce champ des possibles pour l'ensemble des jeunes et les filles en particulier. Pourquoi, selon vous, elles n'arrivent pas à passer à l'action comparée aux jeunes hommes ? Je pense que c'est vraiment en lien avec ces représentations dont je viens de parler et ce fait qu'elles ont peut-être intériorisé cette moindre confiance en elles, du fait de ces représentations, voyant moins de femmes réussir dans ces parcours-là, tout simplement. Elles se sont créées des croyances limitantes de ce fait. C'est tout à fait ça. Et le rôle de je vais y venir, mais de ce qu'on appelle le sentiment de compétence, et là, en fait, la confiance en soi dans le langage commun est vraiment déterminant. Aujourd'hui, vous travaillez avec 100 000 entrepreneurs dans le cadre des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. Que cherchez-vous à analyser lors de cette 10e édition ? Du coup, l'action de 100 000 entrepreneurs, pour dire un petit mot là-dessus, en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est vrai que c'est important de comprendre. Ça, vraiment, l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles en offrant aux jeunes des témoignages qui sont censés être inspirants, on va dire, de la part de professionnels pour à la fois donner à voir les métiers et puis montrer finalement que des personnes, entre guillemets, normales, ont pu y arriver et s'y épanouissent. Donc vraiment, l'idée, c'est de démystifier et de donner envie aux jeunes. Et du coup, dans ce cadre-là, les semaines de sensibilisation des jeunes filles, les SEF en particulier, elles donnent la parole aux femmes, puisqu'elles sont elles prennent moins la parole en tant qu'entrepreneurs, pour changer les représentations des jeunes filles et des jeunes garçons, et stimuler plus spécifiquement l'évocation des jeunes filles. Alors du coup, pour cette 10e édition, l'association nous a demandé de réaliser cette évaluation de l'impact sur les élèves. Donc en lien avec ce que j'ai dit sur les stéréotypes précédemment, en fait, l'idée c'est vraiment de regarder si l'intervention de l'entrepreneur dans la classe peut permettre de trouver un écho, d'avoir un effet sur les élèves, qu'ils soient garçons ou filles, puisque c'est une intervention qui s'adresse à tous, et un effet qui peut se placer, on va dire, à 3 grands niveaux. Le premier niveau, c'est celui d'avoir un effet sur la représentation que le jeune a de ce que c'est qu'un entrepreneur, des métiers aussi qui lui sont exposés, des capacités des femmes dans ces métiers, à y arriver. Et un deuxième niveau, c'est plutôt la contribution, on va dire, à leur propre réflexion sur leur orientation. Ça, c'est hyper important, c'est ce que je disais sur essayer
de donner envie et de donner des idées de projets à ces jeunes. Et puis, de manière un petit peu plus indirecte, l'idée, c'est aussi peut-être de regarder si ça joue un rôle, cette intervention, sur la motivation scolaire, donc la posture que le jeune a à l'école, son envie d'y arriver et du coup, son implication, tout simplement, dans sa scolarité. Et en termes de méthode, pour présenter un petit peu cette évaluation rapidement, on a choisi de croiser des méthodologies à la fois qualitatives et quantitatives. Qualitative par une enquête sociologique, enquête de terrain dans plusieurs classes, dans différents territoires, qui va permettre de réaliser à la fois des observations, des interventions, des entretiens avec des élèves, des entretiens aussi avec les enseignants, pour vraiment recueillir leur regard sur les effets et avoir aussi leur propre vécu de cette expérience-là. Et puis, d'un point de vue quantitatif, on va mener une grande enquête au niveau national, par questionnaire, auprès justement des classes qui auront bénéficié de l'opération, en collège, en lycée, et l'idée c'est vraiment du coup de recueillir aussi les perceptions des élèves, enfin voilà, leur vécu et leur perception des impacts. Donc voilà, peut-être pour finir, aux enseignants qui sont inscrits dans cette opération et qui écoutent ce podcast, vraiment votre rôle est assez crucial dans la réussite de cette enquête et on va s'organiser en lien étroit avec l'association, mais ça serait vraiment important que vous puissiez nous aider à ce que cette courte enquête soit effectivement passée auprès de vos élèves dans les toutes prochaines semaines suite à l'intervention. On va passer à la question signature de notre podcast. Entrepreneur même pas peur, c'est un message direct à adresser aux jeunes filles. Que diriez-vous aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est pas facile comme question, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Moi, mon regard se porte vraiment sur le tout début, en lien avec ce que j'ai dit. J'ai le sentiment vraiment, personnellement, que les choses, des fois, se cristallisent assez tôt. Et le tout début où se séparent finalement les trajectoires. Et ce que j'aurais envie de dire, du coup, c'est un message pour les filles, bien sûr, mais aussi pour les garçons, en lien avec cette notion de stéréotype. C'est vraiment que les premières limites que l'on rencontre souvent quand on construit son parcours, ce sont souvent celles que l'on se met soi-même en réalité. Et c'est vraiment important d'avoir conscience de ces représentations limitantes qui peuvent être tenaces. Et honnêtement, on en a tous. Alors là, on en a vraiment tous. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle en psychologie le SEP, donc le sentiment d'efficacité personnelle ou sentiment de compétence. C'est vraiment ce sentiment, cette représentation qu'on a d'être capable de réaliser une tâche, de réaliser une action. Et c'est très important parce que c'est la première étape, finalement, pour parvenir à un objectif, c'est d'y croire. Enfin, c'est vraiment pour le résumer, c'est vraiment ce que les psychologues disent. Et il y a des travaux récents d'ailleurs de deux femmes américaines psychologues, Angela Duckworth d'une part et Carol Dweck d'autre part, qui ont développé des concepts qui sont aujourd'hui très utilisés, justement pour expliquer ça et qui ont pu montrer empiriquement que c'est très puissant. Donc elle parle par exemple de grit, qui est la ténacité, un peu la niaque, donc les jeunes diraient c'est vraiment faut tout donner quoi, ne rien lâcher. Et par ailleurs elle parle aussi de growth mindset, donc c'est vraiment l'état d'esprit tourné vers la croissance. C'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est si on pense qu'on peut toujours étendre ses capacités, apprendre de nouvelles choses, et on y arrive beaucoup plus que si on pense que nos horizons sont limités et que nos capacités sont limitées. Donc en résumé, c'est vraiment le message de croire en ses capacités, l'importance de se juger compétent et l'importance aussi des scénarios qu'on se fabrique, des projections positives, des horizons désirables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les théoriciens de la motivation ont montré que ça soutient vraiment la motivation. Et donc, vous, en tant que jeune, ça vous pousse à élaborer des plans, du coup, à solliciter les bonnes personnes, ça vous pousse à suivre des pistes et au total, à dessiner votre chemin. Merci beaucoup, Sarah. C'était très, très intéressant et à bientôt. Demain, nous irons à la rencontre de Béatrice Vianney-Galvani, déléguée générale de l'association 100 000 entrepreneurs et créatrice des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Depuis 2013, elle emmène massivement les femmes entrepreneurs à la rencontre des jeunes. Ce podcast est réalisé par Léa Marilère, montage de Jean-Thierry Carissa et musique originale de Samuel Lombroso.